La maladie chronique. Mais qu'en est-il maintenant des maladies de type chronique? Disons tout de suite qu'elles peuvent être évitées relativement facilement. En effet, si l'on ne s'opposait pas systématiquement à la maladie aiguë, si on lui permettait de suivre son cours et d'atteindre sa finalité, les maladies chroniques seraient pratiquement inexistantes. C'est parce que les maladies de type aigu sont combattues par des pratiques contraires aux lois les plus élémentaires de la physiologie que les maladies chroniques apparaissent. Lorsqu'un organisme n'est pas parvenu à abaisser son taux de toxémie à un niveau normal, en dépit des efforts répétés, déclenchés par la maladie aiguë, il s'épuise de plus en plus. Le taux de toxémie demeure alors trop élevé. L'organisme doit donc trouver un autre moyen pour abaisser ce taux. Puisque les efforts brusques ne lui sont plus permis, parce qu'il est vraiment trop dévitalisé, ses réserves d'énergie nerveuse étant à peine suffisantes pour assurer le maintien des fonctions vitales, l'organisme se voit forcé de procéder à une élimination lente et généralement insuffisante des toxines qui encombrent ses tissus. C'est le mieux qu'il puisse faire dans les circonstances. Dans la maladie chronique, l'élimination des toxines n'est jamais complète et suffisante. Ainsi, le taux de toxémie tend à s'accroître continuellement. C'est pourquoi des ravages sérieux s'opèrent au sein des différents tissus de l'organisme par la présence maintenue et irritante d'ectoxines. Nous assistons dès lors à une détérioration progressive de certains organes. Selon l'endroit où se logent les toxines, les tissus sont désormais lésés. Dans le cas de l'arthrite, par exemple, les déchets de type urique se placent au niveau des articulations et finissent par les ronger. La maladie chronique est donc synonyme de dégénérescence. Lorsqu'un organisme atteint ce stage, il est en voie de déchéance grave qui ne peut que le conduire à une fin prématurée. Cette fin sera d'autant plus rapprochée que les organes touchés sont plus indispensables à la vie. Ainsi, lorsque le cœur est touché, le malade chronique a moins de chances de vivre vieux que si l'intoxication tissulaire touche un organe moins vital. Contrairement à ce que plusieurs pensent, la maladie chronique peut cependant se guérir. La situation n'est pas nécessairement irréversible. C'est le cas du moins dans les premières phases de la maladie. Évidemment, si la rétention de toxines dure depuis très longtemps, il se peut qu'elle détruise irrémédiablement les cellules d'un tissu. La guérison devient alors impossible. Heureusement, dans bien des cas, la destruction cellulaire demeure partielle. Dès lors, tous les espoirs sont permis si on sait prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation, c'est-à-dire permettre l'élimination des toxines et la réparation des dommages tissulaires. Le traitement de la maladie chronique. Ici encore, le traitement devra être essentiellement orienté vers la désintoxication. La cause de la maladie demeurant fondamentalement la même, il convient bien sûr de la supprimer. Dans le cas d'une maladie chronique, il faudra plus de temps pour rétablir le malade que dans le cas d'une maladie aiguë. Néanmoins, c'est encore le repos, sous toutes ses formes, qui viendra permettre de refaire les réserves d'énergie nerveuse du malade, réserves essentielles au travail de l'auto-guérison. On verra d'abord à corriger progressivement les mauvaises habitudes de vie du patient. Simultanément, on procédera à une cure de désintoxication dont l'intensité sera déterminée en fonction de la vitalité du patient. On verra aussi à combler, s'il y a lieu, les carences nutritionnelles, généralement assez marquées chez les malades chroniques. C'est un art relativement difficile que celui de bien soigner les malades chroniques. Pour s'en tirer avec brio, il faut posséder de solides connaissances. Il faut surtout savoir que ce n'est pas en empoisonnant davantage le malade chronique qu'on parviendra à le guérir. Par conséquent, le recours aux médicaments de synthèse est définitivement contre-indiqué.
Nous ne pouvons passer ici sous silence les dangers rattachés à certaines pratiques quant à leur façon de traiter les maladies chroniques. Celles qui impliquent le recours à des médicaments toxiques relèvent d'une attitude nettement anti-scientifique. Ces médicaments toxiques s'ajoutent à la toxémie du sujet et précipitent sa dégénérescence. Les approches d'une part qui n'utilisent pas de médicaments toxiques, mais qui ne proposent pas non plus une véritable désintoxication, sont également erronées. Si elles ont le mérite de ne pas accentuer la toxémie, elles ne corrigent pourtant rien. Or, une telle désintoxication s'impose de toute nécessité dans le traitement des maladies chroniques. Seule une approche qui recherche et corrige les mauvaises habitudes de vie du patient, favorisant ainsi sa désintoxication, peut être considérée comme scientifique. Différents stades de l'évolution des maladies. À la lumière de ce qui vient d'être dit, on peut maintenant déterminer les différents stades de l'évolution de la maladie. Le tout premier stade réside dans les mauvaises habitudes de vie. Ces habitudes donnent lieu au phénomène de l'énervation qu'on peut définir comme étant une perte d'énergie nerveuse. À son tour, l'énervation entraîne un ralentissement des émonctoires, organes chargés d'éliminer les substances indésirables qui se trouvent dans l'organisme. Ce ralentissement émonctoriel conduit à la toxémie, ou rétention anormalement élevée de déchets qui stagnent dans l'organisme. Cette toxémie provoque alors un phénomène d'irritation de certains tissus de l'organisme, dépendamment de l'endroit où se logent les toxines. L'irritation conduit au phénomène de l'inflammation. Il s'agit d'un mécanisme de défense déclenché par l'organisme dans le but de se protéger contre l'irritation. L'inflammation est donc un mécanisme utile à l'organisme. Elle permet de neutraliser les agents irritants par un mécanisme de dilution et d'accentuation de la circulation. L'inflammation est en effet accompagnée d'une rétention de liquide autour du tissu irrité et d'une augmentation de la circulation sanguine. Étant protecteur, le mécanisme de l'inflammation ne devrait pas être combattu. Le recours aux médicaments anti-inflammatoires n'est pas justifié. Ces médicaments ont une action antiphysiologique. Si l'individu parvient à identifier les agents irritants impliqués dans le phénomène de la toxémie et qu'il modifie sérieusement ses mauvaises habitudes de vie de façon à supprimer les agents irritants, l'inflammation permettra de solutionner le problème. Mais si l'agent n'est pas identifié ni supprimé, le stade suivant de la maladie sera celui de l'ulcération. Ce stade est justifié par la présence continue d'agents qui irritent un tissu. L'ulcération implique une perte de matière tissulaire parce que le phénomène de l'inflammation ne s'est pas avéré suffisant pour contrer le problème de l'irritation. Pour pallier au problème de l'ulcération, l'organisme déclenchera le mécanisme de l'induration. Il s'agit de la formation d'un tissu durci qui servira à remplacer les tissus détruits par l'ulcération. L'induration est un autre mécanisme protecteur. Cependant, il faut bien comprendre ici qu'un tissu cicatriciel durci n'est pas fonctionnel. Par exemple, lorsque l'organisme produit un tel tissu pour pallier à un ulcère stomacal, ce tissu induré et sclérosé, se formant à un certain endroit de la muqueuse de l'estomac, ne peut pas produire des sucs gastriques. L'induration entraîne donc nécessairement une perte de capacité fonctionnelle. L'induration, toujours si le phénomène de l'irritation persiste, faute de correction des mauvaises habitudes de vie, sera suivie d'un phénomène de tuméfaction. Il s'agit d'une tentative de la part de l'organisme pour isoler, enquister si vous voulez, des agents irritants pour ainsi les rendre moins nocifs. Au départ, la tuméfaction donne généralement lieu à une tumeur bénigne. Cette tumeur pourra éventuellement devenir maligne. C'est alors le phénomène de la cancérisation qui se manifeste. Il s'agit du dernier stade de l'évolution des maladies.
l'organisme peut, dans certaines conditions, surmonter le cancer. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit assez souvent d'une maladie terminale. Médication abusive et non scientifique. L'utilisation de mesures abusives et antioxydantes dans le traitement de la plupart des maladies est injustifiée. Elle repose sur une théorie voulant que la maladie soit une sorte d'agression venant de l'extérieur. Les virus et les microbes seraient notamment, selon cette théorie, les véritables agents pathogènes. Pourtant, il n'en est rien. Les virus et les microbes ne peuvent proliférer que sur un terrain malsain. Ils sont dépourvus dans un milieu pur et ne peuvent y subsister et se multiplier. Les gens en bonne santé, disposant de tissus de qualité et de bonnes réserves d'énergie nerveuse, sont pour ainsi dire immunisés contre les microbes. La preuve la plus éclatante de ceci réside dans le fait que certains individus, mis en présence de porteurs de germes, ne sont jamais atteints. Leur organisme est suffisamment vitalisé pour résister victorieusement à toute forme d'agression microbienne. Ces individus possèdent ce qu'Alexis Carrel appelait l'immunité naturelle. L'expérience de tous les jours nous fournit 1001 exemples de ce type d'immunité. N'est-il pas vrai que bien des gens, vivant au milieu de personnes aux prises avec le virus de la grippe, n'en sont nullement affectés? Toutes les personnes entrant en contact avec des tuberculeux ne contractent pas nécessairement la tuberculose. C'est donc que leur organisme est en mesure de combattre efficacement les microbes. Si donc certains individus parviennent à développer cette immunité naturelle, n'est-il pas logique de tenter d'en comprendre le mécanisme? Plutôt que de vouloir combattre les virus et les microbes à l'aide de substances toxiques, les antibiotiques ne sont-ils pas des substances qui, par définition, tuent la vie? Ne serait-il pas plus normal d'essayer de renforcer le terrain organique? C'est la méthode que privilégie l'approche hygienomiste. La science de la santé. Les notions de santé et de maladie donnent souvent lieu à de la confusion. Il importe de comprendre clairement et définitivement qu'il existe une unité fondamentale entre la santé et la maladie. Tous les êtres vivants sont en lutte constante pour maintenir en eux le plus haut niveau de santé possible. Selon les circonstances, certains mènent cette lutte avec beaucoup d'efficacité. On dira d'eux qu'ils jouissent d'une bonne santé. D'autres mènent une lutte plus difficile. On dira d'eux qu'ils sont malades. En réalité, dans un cas comme dans l'autre, on assiste à cet effort incessant de l'organisme pour maintenir ou retrouver la santé. Le pouvoir autoguérisseur. Cet effort constant, réalisé en vue d'obtenir le plus haut degré de santé possible, est relié à l'activité du pouvoir autoguérisseur. Ce pouvoir est inhérent à tous les êtres vivants. Il existe au même titre que le pouvoir de respirer, de digérer, d'assimiler, d'éliminer, etc. Si l'être humain peut, grâce à la complexité de son organisme, voir s'accomplir en lui toutes ses fonctions vitales, il est en droit aussi de s'attendre à guérir. Les mêmes forces qui justifient la santé assurent aussi la guérison. Le pouvoir autoguérisseur tente de se mettre en branle chaque fois que la situation l'exige. Guérir est donc la chose la plus normale du monde. Si la guérison ne se produit pas, 3 raisons peuvent expliquer ce fait. D'abord, le malade peut être dévitalisé. Il ne dispose plus d'énergie nerveuse en quantité suffisante pour que les forces d'auto-guérison puissent s'actualiser normalement. En second lieu, un organisme peut être tellement détérioré que toute réparation tissulaire est devenue impossible. Un organe dont trop de cellules sont détruites ne peut plus retrouver son intégrité fonctionnelle. Troisièmement, et c'est ce qui se produit le plus fréquemment, le malade est mal soigné. Au lieu d'aider son organisme à se guérir, le traitement joue en sens inverse. Plutôt que de favoriser la récupération de l'énergie nerveuse et la désintoxication, le traitement épuise davantage le malade
en même temps qu'il l'intoxique encore plus. Lorsqu'un individu malade se guérit tout en recourant à des substances toxiques, la guérison s'accomplit malgré la consommation de ces substances. Elle eût été plus rapide et plus économique pour les forces vitales de l'organisme si le malade n'avait pas pris ces substances. En les prenant, l'organisme a dû non seulement faire des efforts pour se débarrasser des toxines qui l'encombraient, mais aussi pour neutraliser et éliminer la substance médicamenteuse. Refoulement des symptômes. Souvent aussi, la guérison ne s'accomplit qu'à moitié lorsqu'un malade consomme des substances toxiques. Nous devons toujours nous demander s'il y a eu guérison véritable, ou s'il n'est tout simplement pas produit par un simple refoulement des symptômes. Si seuls les symptômes ont disparu, sans qu'il y ait désintoxication, on aura tout simplement orienté le malade un peu plus vers le stage chronique de la maladie. S'attaquer aux symptômes pour chercher à les faire disparaître absolument, c'est faire preuve de bien peu de logique. Une personne qui a mal à la tête et à qui on donne de l'aspirine pourrait voir ses maux de tête disparaître. Mais que fait-on pour faire disparaître la cause de ces maux de tête? Cette cause doit bien exister. À moins que l'on soutienne que les maux de tête sont dus à une carence en aspirine, le recours à ce médicament est un non-sens. L'exemple donné ici peut sembler puéril. Il n'en illustre pas moins une situation très réelle. Combien d'infections traite-t-on uniquement au niveau symptomatique? Lorsqu'on étudie cette question sérieusement, on s'aperçoit que de nombreuses affections font l'objet de semblables traitements. Procéder ainsi est pourtant aussi stupide que le geste d'un automobiliste qui enlèverait la petite lumière rouge qui s'allume sur le tableau de bord de sa voiture pour indiquer que ses freins sont effectués, plutôt que de les faire réparer. Il n'est pas sage de traiter sa voiture symptomatiquement. Pourquoi le fait-on alors pour la machine humaine? Il faut toujours aller à la cause d'un mal pour apporter une solution véritable. Il convient donc de chercher celle-ci, de l'identifier clairement et de proposer des moyens efficaces pour la supprimer. Cela fait, les symptômes, qui ne sont rien d'autre en réalité que des signaux d'alarme, disparaissent d'eux-mêmes et tout rentre dans l'ordre. La véritable approche en matière de maladie devrait toujours être essentiellement causale. L'expérience de tous les jours. Tous les principes énumérés plus haut sont non seulement logiques et compréhensibles, mais aussi vérifiables tous les jours. Si tel n'était pas le cas, notre approche serait qu'un bel échafaudage de théories plus ou moins irréalistes. Ce qui fait la faveur de cette approche, c'est que ses applications peuvent être vérifiées concrètement et en tout temps. Pour celui qui applique ces principes et qui en constate continuellement l'efficacité, la valeur de l'approche hygienomiste en naturopathie ne fait plus aucun doute. Il sait que les résultats obtenus sont tout à fait normaux, car ils s'inscrivent au sein même des grandes lois de la vie. Il sait que la santé s'améliore chaque fois que l'on réussit à plonger l'organisme dans des conditions qui favorisent la récupération de l'énergie nerveuse, la désintoxication ou désintoxication et le comblement des diverses carences nutritionnelles. Tout le secret est là. L'approche hygienomiste ne fait rien d'autre que rechercher ces conditions favorables à la santé et les communiquer à tous ceux qui veulent bien les entendre. Le naturopathe indique ce qui doit être corrigé, le patient applique ses conseils, le pouvoir autoguérisseur réalise le travail de guérison. Pour définir correctement le naturopathe, il faut le présenter comme étant un véritable professeur de santé. Dans la première partie de ce cours, nous avons exposé notre théorie de la santé et de la maladie.
Dans cette deuxième partie, nous présentons le point de vue du professeur P.V. Marchesso sur cette question. Plus particulièrement, nous reprenons un schéma qu'il a conçu dans le but d'apporter une explication de la santé et de la maladie. Schéma apparaissant maintenant à l'écran. En définitive, l'explication du professeur Marchesso rencontre la nôtre, même si elle est exposée dans des termes un peu différents. Ce schéma se trouve à la page suivante dans le texte. Notons d'abord que ce schéma est représenté par un rectangle qui repose sur sa plus petite base. À l'intérieur de ce rectangle, le phénomène de la vie est représenté. Il est constitué de deux sections, une section non tramée et une section tramée. La section non tramée, constituée de trois parties, représente la santé et où les degrés de vitalité. Dans la partie supérieure de couleur jaune pâle, portant le numéro 3, en chiffres romains, on note la mention de 5%. Il s'agirait de la portion de la population qui jouit du plus haut niveau de vitalité. Dans cette portion, on trouve des gens qui ne sont pratiquement jamais malades. Dans la partie de couleur jaune, portant le numéro 2 en chiffres romains, se trouverait 10% de la population qui n'est que rarement malade. Ces gens disposent d'une bonne vitalité. Dans la partie supérieure orangée, portant le numéro 1 en chiffres romains, et dans la partie inférieure orangée, portant l'autre numéro 1, on trouve la mention de 50%. Ceci signifie que 50% des gens oscillent entre l'état de santé et le premier stade de la maladie. Le professeur Marchesso identifie ce stade comme étant celui des maladies centrifuges rapides. Ce stade correspond à celui que nous avons identifié aux maladies aiguës dans la première partie de notre premier cours. Cette catégorie d'individus, comme l'indique la ligne qui oscille entre la section non tramée et la section tramée, est tantôt en santé et tantôt malade. Ce serait le lot de la moitié de la population selon le professeur Marchesso. Dans la section rouge, portant le numéro 2 en chiffres romains, on trouverait 30% de la population. Il s'agit des gens qui, selon Marchesso, se situent dans la catégorie des malades centrifuges lentes. Dans nos propres mots, il est tout simplement question ici des maladies chroniques. Remarquons que les termes utilisés par Marchesso décrivent bien la réalité des maladies aiguës et des maladies chroniques. Dans la maladie aiguë, les toxines sont expulsées de l'organisme, donc c'est l'action centrifuge, et l'opération se fait d'une manière rapide. Dans la maladie chronique, les toxines sont toujours expulsées de l'organisme, action centrifuge, mais d'une manière lente et insuffisante. Dans la section inférieure de couleur mauve, celle au bas du rectangle, on trouve le chiffre 5%. Il s'agit de la section réservée à ce que Marchesso appelle les maladies centripèdes. Dans ce type de maladie, les toxines ne sont plus expulsées hors de l'organisme, mais stagnent à l'intérieur du tissu. Les maladies centripèdes, ici dans le texte c'est écrit centripète, mais moi je dis centripède, excusez-moi, correspondent à ce que nous avons décrit comme étant les phases de la tuméfaction et de la cancérisation. Les maladies centripèdes correspondent donc plus ou moins aux maladies terminales. Dans la population, 5% des gens, selon Marchesso, se retrouveraient dans cette situation dramatique. Les pourcentages fournis par Marchesso sont évidemment arbitraires. Dans la réalité, ils pourraient donc varier quelque peu. Ceci n'enlève rien à la valeur du schéma proposé par Marchesso. Ce schéma illustre bien les notions de santé et de maladie. 3 situations particulières.
Le professeur Marchessault offre aussi 3 graphiques qui indiquent la situation évolutive des individus face à la santé ou à la maladie. Voici le premier de ces graphiques, qui apparaît maintenant à l'écran. La figure ci-haut montre une courbe avec ses phases successives de santé et de maladie. Cette courbe représente la situation de plusieurs individus qui sont tantôt en santé et tantôt en maladie. Il ne s'agit pas de courbe idéale, mais néanmoins d'une courbe relativement acceptable. La figure qui apparaît maintenant à l'écran, si haut, représente une courbe évoluant vers l'aggravation. On voit que la courbe qui se situe au départ de part et d'autre de la ligne de démarcation entre la santé et la maladie a tendance à s'orienter de plus en plus vers le bas. À un certain point, elle oscille carrément en bas de cette ligne de démarcation. Ceci signifie que l'individu se retrouve désormais dans un état constant de maladie. La figure maintenant à l'écran qui précède montre une courbe qui évolue vers la guérison. Au départ, on note une oscillation entre la santé et la maladie. Mais on constate aussi que l'individu oscille éventuellement en haut de la ligne qui fait la démarcation entre l'état de la santé et de la maladie. Comme l'oscillation se fait au-dessus de cette ligne, ceci indique que la situation de l'individu devient de plus en plus favorable. C'est cette courbe qui représente la situation idéale. Texte complémentaire. Voici quelques textes qui complètent le premier cours. Ils se rapportent à des éléments portant sur ce cours et permettant de mieux en saisir certains aspects. Inflammation. L'objectif principal de l'inflammation est de localiser les irritants, c'est-à-dire les microbes par exemple, en établissant autour d'eux une barricade de tissus inflammatoires qui les empêche de se répandre dans le sang, ce qui risquerait de provoquer l'empoisonnement et la mort. Hans Selye, Le stress sans détresse, édition La Presse, 1974, page 53. Fonctionnement électrique du corps, énergie nerveuse. Le corps fonctionne électriquement. Ce phénomène a été démontré par le docteur Linus Pauling, prix Nobel, alors qu'il travaillait pour le compte de l'Université de technologie en Californie. Le docteur Pauling a pu montrer qu'on trouve suffisamment d'électricité dans le sang pour allumer une ampoule de 25 watts pendant 5 minutes. Cette quantité d'électricité peut paraître faible, mais en termes économiques électriques du corps, elle est amplement suffisante. De son côté, le docteur Frédéric Gola, ex-professeur de pathologie de l'Université de Londres, a montré que le cerveau, à la manière d'un condensateur, emmagasine l'électricité dans ses cellules nerveuses. Cette électricité s'accumule et se décharge constamment. Encyclopedia of Common Diseases, Rodale Press, page 494. Échapper à la maladie. L'homme ne devrait pas être malade. Il le devient par sa faute, ou celle de ses pairs. Pour éviter la maladie ou se guérir, sa seule chance est de suivre l'enseignement naturopathique avant qu'il ait perdu définitivement la dernière étincelle de cette force vitale qui perpétue la race et les races. Vivons conformément à nos besoins organiques pour ne pas tomber malade. Et de la même façon, ce qui est logique, pour nous guérir de tous nos maux, sans exception dans la mesure où le mal pourra encore biologiquement être vaincu. Professeur Marchessault, dans la préface d'un livre de Grégoire Jouvet, Guérir sans nuire à l'aliment biologique humain. Diffusion nouvelle du livre, 1962, pages 8 et 9. Modification des mauvaises habitudes de vie. Dans un de ses nombreux ouvrages, Paul Carton, médecin naturiste,
Cite Hippocrate. Quand on est tombé malade, il faut changer de manière de vivre. Il est clair que celle qu'on suivait est mauvaise en tout et en grande partie ou en quelque chose. Paul Carton, L'art médical, librairie Le François, 1965, page 12. Toxémie. Texte traduit par mes soins, moi le narrateur. La toxémie est la présence dans le sang, la lymphe, les sécrétions et les cellules de toute substance, de toute source, qui, en quantité suffisante, altère les fonctions organiques. Toxémie signifie la présence d'un pourcentage trop élevé de toxines dans les tissus et les fluides du corps. Il y a une quantité normale de toxines dans le corps en tout temps. Celles-ci ne deviennent des ennemis de la vie que si elles sont autorisées à s'accumuler au-delà de la limite normale. Herbert Shelton, Santé pour tous, page 19. Fin.